Giraud première. Sur le rapport lui-même, d'abord, il met fin, je crois, à un déni qui est un déni suivant lequel le changement climatique n'existerait pas et qu'il n'y aurait pas d'impact sur la montagne. Donc bon, là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Il y a peu de gens qui sont sur ce sujet en désaccord. Deuxième chose, j'ai été un peu surpris par cet échantillonnage curieux. J'allais dire que si l'IFOP faisait des sondages pour les élections avec la même méthode d'échantillonnage, je pense qu'on arriverait à des pourcentages légèrement erronés, parce que c'est vrai que prendre de ci, de là un certain nombre de stations sans cohérence d'ensemble peut poser un problème. Pour autant, j'allais dire la classification des stations est un peu la même que celle que je propose dans mon rapport, entre celles qui vont fermer d'ici 2030, celles qui vont garder une partie de leur domaine skiable mais pas l'intégralité, et celles qui, parce qu'elles sont sur des hautes altitudes ou dans des gouttes froides comme chez moi dans les Écrins, ont quand même plus d'avenir devant elles pour le ski alpin du moins. On a la même classification. Ce que je reproche à la Cour des comptes, c'est de faire toujours la même chose, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on dise voilà le constat et maintenant no future. Il n'y a pas de proposition, j'allais dire, en matière de prospective sur l'avenir de ces territoires de montagne. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mon rapport. Donc la Cour des comptes est toujours sur ces logiques. Puis la Cour des comptes, elle peut aussi se tromper. Moi, j'ai une relation à la montagne qui est celle souvent de la mobilité, parce que c'est un petit peu mon dada. Je me rappelle quand la Cour des comptes avait pondu un rapport expliquant que les trains de nuit n'avaient aucun avenir en Europe, en France. Et depuis, c'est l'inverse qui a été démontré, puisque, j'allais dire, malgré la SNCF, on arrive à avoir des trains de nuit qui sont pleins. Donc la Cour des comptes peut aussi se tromper, mais moi aussi. Le contexte est le suivant. Lorsque j'ai été ministre en charge de la ruralité et donc de la montagne, même si ruralité et montagne, ça n'est pas tout à fait la même chose, j'ai eu l'occasion, j'allais dire, de mettre en place le plan Avenir Montagne. Le plan Avenir Montagne, c'était quoi? C'était après la crise de la Covid, après, j'allais dire, ce qui aurait pu être un effondrement du système des vacances d'hiver et notamment du ski alpin. L'idée de Jean Castex, que je lui avais légèrement soufflé, était de faire en sorte que l'on puisse rebooster par deux moyens. Un moyen qui était assez classique, j'allais dire, de sortir des placards des investissements plutôt durables pour que la diversification de l'activité touristique en montagne puisse exister. Et également, quelque chose à laquelle je tenais, la notion d'ingénierie. Parce que l'ingénierie, dans les territoires, vous en avez si vous avez une compagnie, j'allais dire la Compagnie des Alpes, qui gère une station. Vous n'avez pas de problème d'ingénierie pour réfléchir à l'avenir et faire en sorte de trouver de nouveaux modèles. Bon, pour autant, si vous êtes une régie de remontée mécanique dans le département des Hautes-Alpes ou une société d'économie mixte, j'allais dire classique dans n'importe quel massif, encore plus dans le Massif central ou dans les Pyrénées, là vous n'avez pas de moyens. Donc l'idée c'était de mettre de l'ingénierie dans ces territoires pour qu'ils puissent réfléchir à ce qu'allait être leur lendemain. Et cette ingénierie, elle a commencé à porter ses fruits, c'est-à-dire qu'il y a des réflexions qui ont été faites au sein des territoires, pas vues depuis de Paris parce que c'est la catastrophe assurée. C'est des gens que nous avons payés entre guillemets, mais pour être sous la tutelle en général d'une intercommunalité, et qui ont réfléchi à ce que l'on pouvait faire avec des instruments comme ClimSnow qui permet de voir quelle est la partie de la station qui va être viable, comme ce que l'on a fait pour les états généraux du tourisme durable en montagne, eh bien, qui permet de voir quel est l'avenir d'un territoire et qui interroge les habitants et les élus sur cette thématique, c'est qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse de votre territoire d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans? Je crois que c'est là la vraie question qui doit être posée, au-delà des montants qu'on va mettre sur un certain nombre d'investissements. Il y a, depuis la loi montagne, une gouvernance spécifique à la montagne, qui est originale d'ailleurs parce que c'est la seule qui associe à la fois des élus locaux, l'État,
mais également, j'allais dire, les forces vives, c'est-à-dire tant le monde associatif que le monde des socioprofessionnels. Je pense que cette gouvernance, il faut la redoper, ce qui veut dire qu'il faut redoper ce que sont les moyens des commissariats de massif à l'heure actuelle, qui sont les commissariats de massif de l'État, pour qu'il y ait justement cette réponse en termes d'ingénierie qui soit à disposition de ces territoires. Et au-delà, je pense qu'il manque, j'allais dire, d'un lien national. La politique de la montagne, elle est certes différenciée parce que c'est la politique des différentes montagnes. Il n'y a pas une montagne, il n'y a rien à voir entre, j'allais dire, la montagne bourbonnaise dans l'Allier, les grandes stations des Alpes du Nord et Barèges-la-Mongie dans les Pyrénées. Mais pour autant, il faut qu'il y ait un fil conducteur et que cette spécificité que l'on prône depuis ce qui a été le préambule de la loi montagne d'origine, la loi de 85, ce soit quelque chose qui se décline sur les territoires au travers d'une délégation interministérielle ou autre, qui puisse se poser en arbitre sur des choix qui sont faits dans chaque ministère. Les vallées sont toutes différentes parce qu'elles ont une histoire singulière. C'est le produit de l'histoire, de la culture. C'est ainsi, je veux dire, que l'on décline les territoires. Ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas faire quand même trop j'allais dire, de vallées microscopiques, c'est-à-dire se concentrer juste sur un village ou autre, mais bien être sur des logiques un peu intercommunales, pour pouvoir faire en sorte que, y compris dans la déclinaison de ce qui est les programmes, qui me semble une chose très importante en montagne, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'immobilier, nous puissions avoir un recul par rapport à ça et qu'on puisse tenter de mettre en place des outils qui fassent cohabiter habitat permanent, habitat touristique, de sorte que l'on ne soit plus sur des logiques qui sont mortifères pour ces vallées et qui consistent finalement à les vider de leurs propres habitants compte tenu des prix moyens, tout en ayant des passoires énergétiques, j'allais dire, à toute altitude. Ah, pour moi, c'est une des urgences absolues. On est dans des logiques où, à l'heure actuelle, on exclut ses propres enfants de son territoire, avec des prix au mètre carré qui sont absolument surréalistes, avec un foncier qui déjà est rare. Il est rare pour des raisons qui sont des raisons tout à fait naturelles. On est en zone de montagne, il y a des zones protégées, il y a des risques naturels majeurs. Enfin bon, tout ça fait que le foncier est rare, et que le foncier est rare et cher. Donc il faut qu'on profite, j'allais dire, de cette espèce de révolution de la notion même de station d'ici à 2030, pour faire en sorte, je l'ai dit clairement, alors c'est quelque chose qui peut choquer certaines personnes, mais que l'on gèle les unités touristiques nouvelles pour qu'on se pose un petit peu sur ce sujet. Alors, il ne s'agit pas de geler les programmes en cours, je suis très clair là-dessus, bon, parce que juridiquement, ça serait un délit de droit. Mais pour autant, les nouvelles UTN, il faut geler ces programmes et faire en sorte qu'on regarde comment réhabiliter l'immobilier en montagne, qui est à 60 à 80% suivant les stations, de l'immobilier qui, in fine, ne pourra plus être loué dans la mesure où il est dans des catégories qui sont des catégories au regard justement des problématiques d'isolation et autres, qui ne rentrent plus dans la catégorie des biens louables. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, j'ai dit qu'il faut une politique avec, vous savez qu'il y a MaPrimeRénov', qui est un instrument extrêmement intéressant pour des particuliers qui veulent, j'allais dire, rénover leur logement, changer, mettre une pompe à chaleur, enfin bon, tout ce que vous connaissez. Pour autant, il n'y a pas cette politique sur du logement qui est du logement touristique. Et je pense que sur le logement touristique, il faut profiter de cette opportunité pour transformer un certain nombre de logements touristiques en logements permanents grâce à MaPrimeRénov', avec des obligations qui sont des obligations de location et autres, choses qui se font très bien pour d'autres programmes immobiliers. Ensuite, il va falloir peut-être inventer une MaPrimeRénov' spécifique pour les logements touristiques pour éviter qu'on ait ces passoires énergétiques, parce que ce qui est possible à Bourg-Saint-Maurice, par exemple, en matière de récupération de logements pour du logement permanent, n'est peut-être pas possible aux Arcs 2000. C'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut là encore s'adapter aux circonstances, mais trouver une solution qui soit du style de MaPrimeRénov'. Et puis il y a des endroits où je pense souvent à Barèges-la-Mongie, parce que j'ai été franchement surpris. C'est un endroit que je connaissais assez mal. Et lorsque je suis arrivé sur le carreau, j'allais dire, de la station, j'ai eu une impression qui était à peu près celle que l'on a lorsqu'on fait de la politique de la ville.
Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a des stations pour lesquelles il faudra une politique du type de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, pour recréer un espace qui soit un espace de vie pour les habitants permanents et un espace de villégiature, puisqu'il s'agit bien de retrouver de la villégiature en montagne qui n'est pas forcément orientée que sur le tout-ski. Si on regarde le gros, je dirais, de ce qui est le bilan carbone négatif des stations, c'est moitié-moitié le logement d'une part et d'autre part la mobilité. C'est vrai qu'on est en France dans un pays qui n'est pas tout à fait la Suisse. Donc la politique du dernier kilomètre, déjà, elle a du mal à se mettre en œuvre. J'avais mis de l'argent justement en tant que ministre pour qu'on ait des appels à manifestation d'intérêt sur des problèmes de mobilité du dernier kilomètre, mais pour qu'il y ait le dernier kilomètre, il faut aussi que ça fonctionne jusqu'au pôle de mobilité. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que vous avez des contrats de plan qui sont des contrats de plan sur la mobilité, mais purement régionaux. Il n'y en a pas au niveau interrégional. Vous voyez le problème dans le massif des Alpes. C'est la raison pour laquelle tout va si bien quand vous allez de Grenoble à Gap ou de Valence à Briançon. C'est assez catastrophique sur ce plan-là. Vous avez donc tout un schéma de mobilité à revoir, mais au niveau des massifs plutôt qu'au niveau des régions, parce que ça n'est pas la même chose. Sans ça, vous allez avoir systématiquement, améliorons la voie ferrée entre Marseille et Briançon, améliorons la voie ferrée entre Lyon-Grenoble, Lyon-Chambéry, mais vous n'allez pas forcément avoir une mobilité en réseau qui va jusqu'à la petite station et jusqu'à la mobilité routière en correspondance. Donc il faut revoir ces schémas-là, mais il faut aussi que la SNCF y mette du sien. La SNCF abandonne petit à petit les TGV qui terminent au fond des vallées. Ça, c'est une catastrophe. De la même façon, tout un tas de trains de nuit ont été supprimés à une grande époque où la SNCF disait que de toute façon, il n'y avait personne dedans, sans d'ailleurs donner les chiffres. On l'a rétabli avec Jean Castex à l'époque sur un certain nombre de lignes, dont la ligne Paris-Briançon, la ligne Paris-La Tour de Caroline-Veitch pour les Pyrénées. Mais c'est en cours de rétablissement sur un certain nombre d'autres axes, mais rien sur Saint-Gervais, rien sur Bourg-Saint-Maurice, alors qu'il y a une clientèle pour cela. Le Paris-Briançon, avec ses retards incessants, est plein à 95%. Alors, soit les gens sont complètement sadomaso, soit simplement c'est un mode de transport qui, pour eux, est un mode de transport qui correspond à la fois à leur éthique et au côté tout simplement pratique. Donc, il faut là encore que nous soyons dans une logique où on aille jusqu'au bout de la mobilité vers ces vallées. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous parlons souvent des Alpes, parce que je suis alpin. Mais regardez ce qui se passe dans le Massif central. Vous avez une rupture au sud de Clermont-Ferrand, plus de salut, quoi. Vous allez jusqu'à Aurillac, et encore pas toujours très bien. Lorsque vous venez de la région Occitanie et que vous faites la jonction dans le Massif central, il n'y a plus de jonction. Vous avez des voies ferrées qui sont fermées entre les deux. Donc il faut qu'on ait des plans de mobilité, comme en Suisse, comme en Autriche, comme dans beaucoup de pays où sur ce plan-là, on a fait des efforts considérables et où les autorisations de transport et les moyens qui ont été mis sur les transports sont des moyens qui sont particulièrement efficaces et des intercités qui vont jusqu'au bout de ces lignes ou des TGV qui vont jusqu'au bout de ces lignes. Je crois que la SNCF, et ça sera peut-être le plus dur parce que la SNCF a des difficultés à accepter les concurrents, vous l'avez remarqué. Mais pour autant, quand Trenitalia est sur les rangs, moi j'estime que Trenitalia a un avenir en France. D'ici 2030, je pense que l'on peut faire effectivement beaucoup de choses, à condition de s'y prendre maintenant. C'est la raison pour laquelle moi j'ai prôné que l'on commence maintenant à s'y intéresser. Regardez ce qu'ont fait les Suisses. La ligne du Lötschberg, qui était la ligne qui était la plus fréquentée au niveau du fret, ils avaient simplement calculé, ce qui est un calcul qui n'est jamais fait en France, quel usage on veut pour cette voie ferrée, et en fonction de ça, quel type d'investissement on veut. Les types d'investissement, ça a été des points de croisement automatisés, y compris en race campagne. D'un seul coup, vous ralentissez, vous apercevez que vous croisez un train de fret avec un train de voyageurs, et vous réaccélérez juste derrière alors que vous êtes en plein milieu de la montagne. C'est ça qu'il faut faire. Et 8 ans, 6 ans, ça nous laisse le temps quand même de faire quelques petites choses sympathiques en termes d'automatisation qui permettraient d'avoir une meilleure fréquence. Ça, c'est important parce que quand vous n'avez pas de fréquence, vous ne prenez pas le train. Et d'avoir surtout une fiabilité, c'est-à-dire que dès qu'il y a un retard ou un problème quelconque, eh bien, on peut le rattraper grâce à ce système de gestion intégrée. Il faut changer
je veux dire, la façon de penser à la SNCF, c'est une boîte d'ingénieurs, c'est une boîte qui se dit je suis capable de faire des lignes à grande vitesse, je suis capable de faire des grands travaux sur longue distance, mais c'est une boîte qui ne se pose jamais la question de savoir quel usage d'abord on veut faire de la ligne et ensuite quel type de travaux est indispensable. C'est pas forcément des gros travaux d'infrastructure. Ça n'est pas grave de ne pas aller très vite en montagne, ce qui est grave c'est de ne pas arriver au bout. Je trouve que d'abord la recherche est indispensable pour éviter de dire soit des banalités, soit des truismes, enfin bon, qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Donc on a des facs qui marchent très bien enfin, dans nos zones de montagne. Il y a des unités de recherche qui travaillent très bien. Donc utilisons-les tout simplement pour mettre au point de nouveaux instruments. Je citais ClimSnow qui me semble un bon instrument pour savoir quelle est la partie des stations qu'il convient de conserver parce que jusqu'en 2050 il n'y aura pas de problème d'enneigement. Mais il y a d'autres instruments qui peuvent être mis en place. La recherche a été indispensable pour voir aussi quel type de tourisme on veut dans un certain nombre et quelle acceptabilité aussi de la part des populations et celle que l'on veut sur le massif alpin. Vous avez des unités de recherche, moi j'ai beaucoup travaillé avec la Convention alpine à Innsbruck, et vous aviez les labos de recherche pour la Convention alpine qui était à Bolzano en Italie, à Bolzano puisque c'est une zone germanophone, et qui fonctionnait très bien. Et vous aviez au travers de ça beaucoup de jeunes qui venaient dans ces universités où en plus c'est plutôt sympathique le cadre naturel qui est autour de vous et qui faisaient des choses intelligentes. Et regardez l'applicabilité, parce que c'est vrai que je prône aussi qu'en montagne, on ait un certain nombre de clusters, un certain nombre de filières qui soient mieux accompagnées. Alors, dans les Alpes du Nord, il y en a plus que dans les Alpes du Sud, des clusters, parce qu'il y a des grandes villes. Mais ça n'irrigue pas forcément les petites vallées. Regardez ce que j'estime être la catastrophe de la filière bois en France. On a la plus grande couverture forestière d'Europe, mais pour autant, on est, je dirais, moins exportateur que la Lettonie. Enfin, c'est quand même un petit peu surréaliste. Et lorsque vous voyez comment ça fonctionne en Lettonie, j'y suis allé pour me rendre compte comment ça marchait. Alors d'abord, l'ONF locale n'est pas tout à fait l'ONF française, on n'est pas sur un truc suradministré, mais au-delà, il y a des facs qui vont du niveau CAP jusqu'au niveau ingénieur et qui rassemblent des jeunes à qui, alors j'imagine qu'en France ça serait insupportable, mais on a même l'obligation de passer le permis de chasser pour se rendre compte de ce qu'est la faune, la flore. C'est assez étonnant. J'imagine qu'en France ça, on aurait peut-être quelques difficultés à l'obtenir, mais pour autant en France vous n'avez rien, par exemple, qui va du CAP où vous avez, je sais pas, des maisons de compagnonnage qui font des choses très belles, mais qui s'arrêtent au niveau du compagnonnage et de ski, ce type d'enseignement. Vous avez très peu d'écoles d'ingénieurs spécialisées dans le bois énergie ou dans le bois construction et d'écoles d'architectes qui vont avec. Si on arrive déjà à faire quelque chose qui est à la fois de la recherche, mais également de l'enseignement dans les vallées alpines, je pense qu'on arrivera à mieux valoriser des filières où il est quelquefois difficile de faire sa révolution intellectuelle. J'en parlais à la SNCF, mais je pense que c'est vrai aussi à l'éducation nationale. C'est la raison pour laquelle j'avais soutenu l'initiative des États généraux de la transition du tourisme en montagne, parce que je pense que tout le monde est sur son quant à soi, avec moi je défends les remontées mécaniques, moi je défends l'environnement. Et ces deux mondes qui peuvent être parfaitement compatibles, on l'a démontré au travers de ces états généraux. Bon, alors, pas compatibles sur tout, c'est pas forcément le même discours, mais bon, au bout d'un moment, on arrive à avoir des consensus de territoire. Et ces consensus de territoire, ils ont été écrits noir sur blanc. Donc il faut continuer ce type de démarche, qui est une démarche d'aucuns l'appelleraient participative, moi, peu importe, j'allais dire, dès lors que l'on met les gens ensemble. Et puis, il faut continuer à faire ce que je suis en train de faire avec vous, finalement, c'est-à-dire à faire en sorte que dans les médias, on parle de cette transition, on en parle de manière apaisée, on en parle de manière, j'allais dire, didactique, et sans effet de manche. J'allais dire, c'est pas la peine de s'asseoir les fesses sur un glacier pour vouloir le protéger, et c'est pas la peine de dire le changement climatique n'existe pas. Je crois que il faut que les gens changent leur regard sur la montagne, et peut-être que la presse aussi nationale est
et un autre regard, parce que c'est la presse nationale souvent très caricaturale. Extrêmement caricatural. Moi, je me souviens d'un truc qui est absolument incroyable, où je hurlais une fois de plus, parce que personne n'applique la loi montagne sur les équipements spéciaux obligatoires en zone de montagne, et quelqu'un d'un journal connu au niveau national me dit « mais c'est plus à l'ordre du jour, puisqu'il n'y a plus de neige ». Alors enfin voilà, quoi, je me suis dit, c'est vrai que quand il tombe 3 flocons à Paris, simplement le fait de les voir provoque une panique généralisée. Mais voilà, il y a un regard national sur la montagne. Enfin, moi enfin, j'ai toujours vécu en montagne. J'ai toujours habité en montagne. Je n'aime pas le regard à la Heidi, quoi. On n'est pas tous en train de se promener en ramassant des petites fleurs, ceci, cela. C'est des territoires qui doivent vivre comme les autres. Bah, il faut simplement prendre ça en considération. Moi, je me rappelle quand j'arrivais souvent à l'Argentière, qui est ma commune dont j'ai été maire pendant très longtemps, et qu'on voyait les usines Péchinet, une Péchinet qui ont aujourd'hui disparu, et je voyais quelques personnes qui arrivaient de Paris, qui étaient rentrées en disant « Oh, il paraît que ça a fermé. Ah ben quand même, c'est une bonne chose. » Je disais aux gens, mais il faut quand même qu'on bouffe dans le coin, vous voyez, il faut quand même, au bout d'un moment, on arrive à se nourrir. Bon, ils ne se rendant pas compte qu'en plus, ils prenaient ce faisant, puis ils venaient faire du ski alpin, un modèle industriel, j'allais dire, qui n'avait rien à envier au modèle industriel de la métallurgie classique sur le plan de la société. Donc, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait ce regard nouveau. Et moi, j'appelle à ce regard nouveau parce que la montagne, c'est une terre qui innove. Elle innove parce qu'elle est sans arrêt en mouvement, y compris, j'allais dire, physiquement. Les effets du changement climatique sont des effets qui sont plus importants en montagne qu'ailleurs. Regardez ce qui se passe au niveau des risques naturels, des inondations. Enfin, on en a ces années de plus en plus. D'où d'ailleurs, dans mon rapport, des propositions de solidarité en termes de financement s'agissant de ces problématiques de risques naturels qu'on ne peut plus laisser à la charge simplement des intercommunalités. Et tout cela fait que la montagne va devoir innover, une fois de plus, mais elle sait le faire pour pouvoir survivre. Et ce faisant, peut-être qu'elle montre le chemin à l'intégralité de la nation, elle l'a souvent montré. Je retiens d'abord la politique sur l'immobilier parce que ça me semble absolument indispensable, sans ça on arrive à une véritable catastrophe, c'est-à-dire avec un paysage de friches touristiques, et ça c'est vraiment ce qui serait le pire pour la montagne. Et la deuxième chose, toujours dans la bonne logique, j'allais dire, de la transition énergétique, le changement de regard sur la mobilité en montagne qui me semble, lui, absolument indispensable. C'est au travers de cela que l'on gagnera en accessibilité, en crédibilité, et où on pourra aussi faire autre chose que du ski alpin, même si, que tout le monde se rassure, je ne jette pas en la matière le bébé avec l'eau du bain. La neige et le ski ont encore de l'avenir. C'est simplement un avenir qui n'est pas le même que dans les années 60, c'est tout.